Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait les contes de Charles Perrault? C'est une première sur cette œuvre ce soir. C'est une reprise en fait, puisque ça fait déjà un mois, je crois que je n'ai pas fait de live. Ça doit faire 2 mois que j'ai pas fait de live de lecture. Donc c'est un peu la reprise pour moi. Je sais que c'est la rentrée pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite bien du courage d'ailleurs. J'espère que ça se passe bien pour vous. Et en somme, on va dire que c'est un petit peu ma rentrée aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de difficultés ces jours-ci, ces semaines-ci, à me motiver, etc. etc. J'attaque directement dans le vif du sujet, mais on en parlera dans quelques instants. Tout d'abord, je vous rappelle que si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, vous trouverez dans la barre de lecture de cette vidéo ainsi que dans la description de cette vidéo des timecodes qui vont vous permettre de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai tout au long de ma lecture et d'aller directement aux endroits qui vous intéressent. Oula, alors là, je vois qu'on vient de m'envoyer un pavé dans le chat, je vais essayer de dire ça rapidement. Bonsoir, Zikael So Famous, bonsoir, Olivia Livnanu, c'est dur à lire parce que c'est du bleu foncé sur du noir chez moi, bref. En tout cas, merci de de m'honorer de votre présence. J'espère que vous allez bien. Personnellement, je vais en parler dans un instant puisque Zikael me le demande. Je vais en parler dans un instant. Ça va être le sujet un petit peu de cette introduction. Vous savez, en général, je fais une petite intro de 5-10 minutes à un petit peu dialoguer, un petit peu discuter avec vous. Comme ça, les gens qui voudraient à tout prix suivre la lecture en live ont le temps d'être prévenus par les différentes notifications. Et puis comme ça, on garde le contact. We keep in touch. On se tient au courant de ce qui se passe sur la chaîne, dans mes autres projets aussi d'ailleurs, puisque voilà, il n'y a pas que la chaîne YouTube, il n'y a pas que la chaîne Twitch. Planétéo, c'est plus que ça, c'est beaucoup d'autres choses également. Alors beaucoup de choses aussi dans l'ombre qui ne sont pas encore prêtes à être dévoilées, mais certaines qui commencent à éclore et dont je vais vous parler dans un instant. Bref, je vais arrêter de parler par mystère. Euh, je vais commencer en disant que ces temps-ci, j'ai une petite baisse de motivation, une petite baisse de régime, notamment par rapport au live. Ah, alors je vois que j'ai une animation d'abonnement, ce qui me fait dire qu'il faut vraiment que je la mette à jour parce qu'elle est toujours pas à jour, alors que j'ai ma petite fusée qui est très sympathique, donc il faut vraiment que je m'occupe de ça. En tout cas, merci pour le 11e mois de sub, Miari, ça fait super plaisir, merci beaucoup. Je sais pas quoi dire, mais je t'envoie amour, paix et motivation. Bah merci Miari, c'est amplement suffisant. C'est même beaucoup plus que suffisant. C'est très gentil de ta part, très généreux. Merci beaucoup. Donc du coup voilà, j'ai vraiment une baisse de régime, une baisse de motive, d'inspiration peut-être même. Enfin voilà. Bref, en tout cas, je suis en crise existentielle et je me pose plein de questions constamment sur ce que je vais faire en ce qui concerne les lives, mais aussi en ce qui concerne ma vie personnelle, ma vie privée, mes autres projets et ainsi de suite. Donc voilà, ça a été déjà le sujet d'une émission d'introspection in my head que j'ai effectuée il y a un mois, que je pense répéter dans le futur parce que ça a l'air de vous avoir bien plu et moi aussi je pense que ça m'a bien plu. Mais c'est vrai que ça a déclenché. Enfin, ça a été une des pierres dans l'édifice de mes doutes et de mes questionnements. Donc voilà, ça a déclenché tout un truc. Et maintenant, je me pose vachement de questions, etc. Bref, je suis hyper flou, je suis hyper vague, c'est hyper incompréhensible pour vous, j'en suis désolé. Je vais faire très court, je vais vous dire juste ce que ça implique pour vous qui regardez ces lives. Ça implique que oui, a priori, je ne pense pas que je me sens de faire beaucoup de lives dans les temps à venir. Donc a priori, je ne pense pas que je vais reprendre le rythme que je pouvais avoir à une époque, en fin de saison dernière par exemple. Je ne pense pas reprendre 4, 5, 6 lives par semaine comme ça a pu parfois être le cas. Je pense que là, je vais vraiment être sur un régime réduit. Je vais faire les choses doucement, je vais prendre les choses doucement. J'arrête pas de penser à la chanson de Renaud en ce moment, lorsqu'il dit je bois la vie à petite dose. Et ben là, c'est un peu ce que je vais faire avec les lives. Je vais boire les lives à petite dose, donc je vais y aller très doucement. D'ailleurs, en ce qui concerne la lecture des contes de Charles Perrault, je pense que de la même manière, je vais aller très doucement. Il n'y en a pas énormément, ce sont des textes relativement courts. Et donc je pense que je ferai des lives très courts sur ces textes.
Je vais vous en lire deux trois et en fait j'ai pas envie d'en lire davantage, je pense, on verra, hein, mais je pense, parce que je me dis que de les expédier, ça ne serait pas leur rendre honneur. Si je vous lisais 6 ou 7 contes ce soir, ça ferait peut-être un live de durée standard sur ma chaîne, mais j'aurais l'impression de vous avoir bousculé avec plein d'histoires différentes, de pas avoir mis à l'honneur les personnages comme il se devait, etc. Et vu que c'est bourré d'images et de personnages cultes, bah, j'ai envie de leur donner l'espace qu'ils méritent. Donc c'est pour ça, ce soir, par exemple, je pensais lire La Belle au Bois dormant, Le Petit Chaperon Rouge, La Barbe Bleue, et je pensais m'arrêter là pour ce soir. On verra combien de temps ça nous prend déjà de faire ça. Mais voilà, je me dis, ce serait dommage de tous les enchaîner et de pas ouais, prendre le temps qui leur est dû, en quelque sorte. Voilà, voilou. Donc en plus, ça me permet, moi, de me remettre très doucement dans le bain des lives, de manière très décontractée, très détendue. Donc on va essayer de faire ça, surtout que je vous avoue que j'ai eu un stress pas mal de reprendre les lives en fait. Oh, merci pour ton 11e mois d'abonnement également, l'écoute aux portes, ça fait très plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup, je vous remercierai jamais assez. En plus, vraiment, je suis bah, j'allais dire reconnaissant pour ne pas me répéter, n'est-ce pas? Mais oui, je suis vraiment très reconnaissant parce que malgré les pauses que j'effectue dans mes lives, voilà, là ça faisait déjà un mois que j'avais pas live, bah, je vois que vous continuez à me soutenir et même financièrement. Donc des fois je me dis putain merde, mais qu'est-ce que je fais? Et genre je me rajoute une pression de ouf par rapport à ça. Mais vraiment merci beaucoup, ça me touche fortement. Tiens, le train de la hype approche, je savais. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive sur mon live, trop marrant. Bref. Et donc oui, j'ai bien dit la barbe bleue, Zikael, du coup. Je vais vous lire hein, dans le chat, c'est juste que là j'ai plein de choses en tête pour l'intro et après je vous lis. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, c'est un peu l'état d'esprit du moment. Je pense reprendre les lives de manière calme. Pourquoi? Aussi pour une autre raison, parce que j'ai plein d'envies, plein de projets, ça vous l'avez vu lors du live introspection je pense, et en ce moment je planche sur quelque chose qui me prend pas mal de temps et qui m'accapare pas mal le cerveau j'ai envie de dire, qui est la mise en page d'un texte que je veux publier. Donc vous pouvez déjà les trouver sur mon Wattpad. Ce sont mes recueils de poèmes notamment. Donc Pouce, Rejet et Arborescence, que je vais compiler dans un recueil, un triptyque. Ensuite, je vais y ajouter une interface, comme j'ai appelé ça. En fait, ça va servir de postface aux poésies et de préface aux textes bonus. Le texte bonus, ou les textes bonus, étant mes chroniques que j'avais appelées Les Écrivains, de la même manière que vous pouvez trouver sur mon Wattpad tout à fait gratuitement. Donc grosso modo, tout le contenu que je suis en train de travailler est déjà disponible gratuitement sur internet sur mon Wattpad, mais en ce moment je suis en train de travailler sur une version papier que j'aimerais publier, avoir le vrai objet physique dans les mains, ça va faire quelque chose je pense. Et puis l'interface du coup sera en somme un texte exclusif à la version papier. Donc ce sera un peu la version collector de tout ça si je peux dire. Voili voilou. Sachant que je pensais que j'allais peiner à arriver à 70 pages. Je pense en être même pas encore à la moitié, ou pas loin de la moitié du moins. Et j'affleure déjà les 60 pages, je crois. Donc j'estime qu'à peu près ce texte, enfin ce livre, devrait faire entre 100 et 120 pages. Je pense que c'est à peu près raisonnable de penser que ça va faire ça à la fin. Donc je suis très content, je pensais pas que ça ferait autant. Et donc comme je le disais, 90%, 95% des textes sont déjà écrits puisqu'ils sont déjà publiés sur internet gratuitement. Va juste falloir que j'écrive donc mon interface comme j'ai appelé ça. Et donc c'est vraiment surtout un travail de correction, même si j'ai déjà corrigé maintes et maintes fois mes textes. J'essaie de repasser encore une fois parce que je me dis que c'est une version physique, j'ai envie que ça soit le plus propre possible. Donc voilà, c'est encore une énième correction et surtout de la mise en page, beaucoup de mise en page. Essayer de rendre ça le plus professionnel possible en fait. Avoir des beaux espaces, avoir un texte bien agencé, des titres, des paginations, etc. au bon endroit, bref. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Avoir un bel objet, quelque chose qui se tient,
et qui puisse entrer dans votre bibliothèque sans y faire office d'intrus. Eh bien, décidément, je ne sais pas où me mettre. Je suis hyper gêné, mais je ne peux que vous remercier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Zicto, pour l'abonnement Prime. Ça fait très plaisir. Ton 4e mois d'abonnement, c'est insane. Incroyable, incroyable. Je suis trop gêné parce que vraiment, j'ai l'impression d'être un imposteur, quoi. Le mec, il a pas live depuis un mois. Il revient, il se tape 3 subs direct. Ça n'a aucun sens, mais bon. Merci beaucoup pour votre confiance et votre soutien. Ça fait plaisir. Voilà, voilou. C'était à peu près ce que j'avais à vous dire, je pense, sur l'état global de mon état global de pensée et l'état global de la chaîne Twitch et YouTube ces temps-ci. Donc voilà, vous l'aurez compris, régime assez réduit, au moins, je pense, jusqu'à la fin de mon travail pour la publication de mon livre, de mon premier livre. Qui, je l'espère, sera disponible. J'ai pas envie de donner de date parce que ça va être impossible à tenir, mais à la base, je voulais le rendre disponible en septembre, vu qu'au final, c'est beaucoup plus de travail que ce que j'aurais cru, parce que je suis beaucoup trop tatillon et précautionneux, donc je fais gaffe aux moindres détails. Je pense on peut à peu près partir sur un courant octobre. Je pense que courant octobre, c'est raisonnable de penser que ça sortira. Voilà, voilou. Ok, on est bon là-dessus. On va bientôt se lancer dans la lecture des contes de Perrault, je vous le promets. Mais d'abord, je dois le faire, c'est logique, c'est normal. Encore une fois, c'est votre soutien aussi qui m'aide à tenir. Déjà, merci puisqu'on est arrivé aux 2400 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc c'est un petit palier de plus. Merci beaucoup à tous, ça fait très plaisir. Merci à tous ceux qui m'ont follow sur Twitch pendant que j'étais en off et que je n'ai pas live ce dernier mois. Je pense notamment à ChatGMRR, à Chanesia, à Norastrea, à Sparakini. Ça m'a fait plaisir de voir Sparakini parce que je le connais un peu en privé, donc ça m'a fait très plaisir. Et I Believe in Unicorns. Merci beaucoup pour vos follow, ça fait très plaisir. Et donc, je vais essayer de me plonger un petit peu dans tout ce que vous avez pu me dire depuis tout à l'heure. Oui, en effet, en ce moment, Mirani est en train de live. D'ailleurs, voilà, je vais faire la pub pour le copain Mirani. Si en ce moment, vous vous ennuyez de mes lives et vous vous dites «Ah, mais non, mais Planétéo, il fait plus de live, mais comment ça se fait? Mais qu'est-ce qui se passe?» N'hésitez pas à aller jeter un œil sur les lives de l'ami Mirani que vous avez déjà pu voir souvent sur ma chaîne. Et puis lui faire un petit coucou, vous abonner ou au moins follow. N'hésitez pas, ça lui fera plaisir. Dites-lui que vous venez de ma part. Ça lui fera très plaisir et on s'amuse toujours bien sur les lives de Mirani. Alors, j'essaie de lire en diagonale parce que je vais essayer de pas passer tout le live à lire le chat. Merci à tous ceux qui rejoignent encore une fois. Encore une fois, merci pour les resubs, etc. J'espère n'oublier personne. Euh, Bonsoir Industrias également, je vois plusieurs d'entre vous. Ça fait plaisir, franchement ça fait tellement plaisir parce qu'il y a toujours une petite appréhension quand j'ai pas fait un live depuis longtemps, de me dire bon, ce live-ci je vais certainement le passer tout seul. Et franchement, plus le temps passe et plus vous êtes nombreux au rendez-vous à revenir malgré tout. Donc ça fait trop plaisir. L'écoute aux portes qui nous dit prendre du recul, c'est quand même pour se ressourcer et donc pour réaliser de chouettes trucs après. En effet, l'écoute aux portes, je suis vraiment dans une démarche en ce moment de reculer pour mieux sauter, je pense. C'est vraiment de l'organisation qui, à terme, devrait porter les fruits bien mûrs. Voilà, voilà. Et écoutez, je pense que sur ces bavarderies, je vais pouvoir entamer la lecture. Comme je vous le disais, je ne pense pas faire un live très très long. Je pense faire juste 3 petits contes. Et c'est marrant parce que je me suis dit, putain, mais c'est incroyable. Ça doit bien faire 5 ans que je fais des lives de lecture, quelque chose comme ça. Et je n'ai pas encore lu de contes en live. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est presque la base. Mon message sur mon écran de pause avant que je n'arrive en live. Et quand même, j'arrive bientôt à vous conter des histoires. Donc c'est clairement c'est dans une espèce de rôle de conteur que je m'adresse à vous. Donc c'est vrai que c'est complètement bizarre que j'ai pas fait des contes jusqu'ici. J'ai beaucoup réfléchi à quel conte j'allais faire. J'ai bien entendu pensé à Perrault, à Grimm et à Andersen. Et en fait, je me suis rendu compte déjà que
Perrault, c'était le seul français. Et donc, du coup, forcément, c'est un peu plus facile de trouver des versions, on va dire, dans le domaine public, etc., etc. Même si en soi, les auteurs sont si vieux qu'il y a clairement du domaine public, mais bon, bref. Euh, et aussi parce que Perrault est tout simplement le plus vieux, en fait, et ça m'a halluciné. Je pensais pas que c'était à ce point. Je pensais pas que c'était à ce point. Parce que je crois qu'entre Perrault et les frères Grimm, il y a quasiment 80 ans. Et je crois qu'entre Grimm et Andersen, il y a encore 20 ans ou un truc comme ça. Donc moi, je sais pas pourquoi dans ma tête, je les mettais quasiment contemporains les uns des autres. Alors qu'a priori, pas du tout. Donc voilà, Charles Perrault, 17e siècle. Ça doit être un sujet, je pense, comme moi, que vous avez dû avoir en cours, j'imagine. Il me semble que c'était en cours de français aux alentours de la sixième, quelque chose comme ça, que j'ai dû avoir ce genre de sujet. Avec les fameuses questions, vous savez, de euh, est-ce que les contes sont faits pour les enfants? Est-ce que les contes sont pas faits pour les enfants? Est-ce qu'on devrait leur permettre de lire ce genre d'histoire horrible, etc., etc. Est-ce qu'il faut des moralités ou non aux contes? Et ainsi de suite. Donc voilà, ça a soulevé beaucoup de débats de par le temps. Euh, c'est vachement marrant, je trouve, parce que, ouais, enfin, je sais pas, de base, on pourrait presque dire que les contes, c'est très innocent. Et en fait, ça a vraiment soulevé de grandes questions philosophiques sur l'éducation des enfants et ainsi de suite. Euh, Qu'est-ce que je peux dire encore? Oui, la couverture, il est écrit Conte de ma mère Loa. Mais je ne vais pas vous lire uniquement les contes de ma mère Loa. En fait, Charles Perrault a compilé plusieurs contes dans les contes de ma mère Loa, mais il y a aussi des contes en vers que je vais vous lire également. Voili voilou. Et que voulais-je dire encore? Je pense avoir fait à peu près le tour, hein. Je pense avoir fait à peu près le tour. J'ai vraiment un truc trop bizarre. Enfin bon, c'est à chaque fois que j'ai fait des pauses. Un truc vraiment trop bizarre de stress à me dire ah merde, est-ce que je suis pas en train de faire n'importe quoi? Est-ce que j'anime bien le live? Est-ce que je suis pas trop stressé? Est-ce que bliblablou? Est-ce que je suis compréhensible, etc., etc. Bref, je vous invite à prendre à manger, à boire, les amis, à vous installer bien agréablement, bien confortablement, et à passer la meilleure des soirées possibles, le meilleur des moments possibles en ma compagnie. Santé à tous. Ezekiel qui nous raconte sa petite anecdote de son enfance. Barbe Bleue, quand on me l'a lu à 4 ans, j'ai pas dormi de la nuit. C'est vrai que Barbe Bleue, je me rappelle, j'ai un souvenir de Barbe Bleue au collège très vivace où c'était vachement bourrin. Certainement l'une des histoires les plus bourrines, je pense. On se souvient des débuts sur Dracula où tu n'avais personne du tout, puis je suis arrivé au troisième, quatrième épisode, je crois. Ah bah de toute façon, clairement, les lives de lecture, c'est pas ce qui va attirer le plus, hein. Je le sais bien, je m'en doute bien, hein. Mais bon, ça ne me dérange pas. Et justement, c'est ça qui est bien, c'est ce que dit l'écoute aux portes, c'est que c'est un contenu, comment dire, non périmable en quelque sorte, ce qui fait que c'est toujours reconsommable sur YouTube, là où je mets toutes les rediffusions, donc c'est très cool. C'est détente le début, puis t'as un moment ça part en cacahuète. Ah ouais, je me rappelle plus à ce point. Bon, on va voir ça tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire encore une fois? C'est terrible. C'est terrible. Bref, je vais arrêter de me perdre dans des dialogues infinis avec moi-même. C'est pas un monologue, c'est un dialogue avec moi-même. Et on va se mettre à la lecture sans plus de cérémonie, puisque comme je vous le disais, le live risque d'être bien court, les contes étant eux-mêmes très courts. Je vais donc vous lire la petite dédicace, je pense qu'on peut dire que c'est une dédicace, des contes de ma mère Loa. Puis je vous lirai La Belle au bois dormant dans la foulée. Et à la fin de La Belle au bois dormant, on sera une courte pause avant d'entamer Le Petit Chaperon Rouge, d'effectuer de nouveau une pause et enfin de terminer avec La Barbe Bleue. Je pense que ce sera le programme du jour. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous dis à tout à l'heure pour la pause. Changement de scène. On est paré, ça fonctionne, tout est beau, tout est propre. N'hésitez pas, comme d'habitude, vous le savez, je suis un gros stressé. Ça fait longtemps que j'ai pas live, donc j'ai toujours peur. N'hésitez pas à me dire s'il y a un problème de son, d'image, etc. Et encore une fois, bonne écoute, à tout à l'heure. Il y a beaucoup de pages. Hop. Les contes de Charles Perrault. Contes de ma mère Loa.
histoires ou contes du temps passé, avec des moralités. À Mademoiselle. Mademoiselle, on ne trouvera pas étrange qu'un enfant ait pris plaisir à composer les contes de ce recueil, mais on s'étonnera qu'il ait eu la hardiesse de vous les présenter. Cependant, mademoiselle, quelque disproportion qu'il y ait entre la simplicité de ces récits et les lumières de votre esprit, si on examine bien ces contes, on verra que je ne suis pas aussi blâmable que je le parais d'abord. Ils renferment tous une morale très sensée, et qui se découvre plus ou moins selon le degré de pénétration de ceux qui les lisent. D'ailleurs, comme rien ne marque tant la vaste étendue d'un esprit que de pouvoir s'élever en même temps aux plus grandes choses et s'abaisser aux plus petites, on ne sera point surpris que la même princesse, à qui la nature et l'éducation ont rendu familier ce qu'il y a de plus élevé, ne dédaigne pas de prendre plaisir à de semblables bagatelles. Il est vrai que ces contes donnent une image de ce qui se passe dans les moindres familles, où la louable impatience d'instruire les enfants fait imaginer des histoires dépourvues de raison, pour s'accommoder à ces mêmes enfants qui n'en ont pas encore. Mais à qui convient-il mieux de connaître comment vivent les peuples qu'aux personnes que le ciel destine à les conduire? Le désir de cette connaissance a poussé des héros, et même des héros de votre race, jusque dans des huttes et des cabanes, pour y voir de près et par eux-mêmes ce qui s'y passait de plus particulier, cette connaissance leur ayant paru nécessaire pour leur parfaite instruction. Quoi qu'il en soit, mademoiselle, pouvais-je mieux choisir pour rendre vraisemblable ce que la fable a d'incroyable? Et jamais fait, au temps jadis, fit-elle à jeune créature plus de dons et de dons exquis que vous en a fait la nature? Je suis avec un très profond respect, mademoiselle, de votre Altesse royale, le très humble et très obéissant serviteur, P. d'Armancourt. La Belle au bois dormant. Conte. Il était une fois un roi et une reine, qui étaient si fâchés de n'avoir point d'enfant, si fâchés qu'on ne saurait dire. Ils allèrent à toutes les eaux du monde. Vœux, pèlerinages, menues dévotions, tout fut mis en œuvre et rien n'y faisait. Enfin pourtant, la reine devint grosse, et accoucha d'une fille. On fit un beau baptême. On donna pour marraines à la petite princesse toutes les fées qu'on put trouver dans le pays. Il s'en trouva 7, afin que chacune d'elles lui faisant un don, comme c'était la coutume des fées en ce temps-là, la princesse eut par ce moyen toutes les perfections imaginables. Après les cérémonies du baptême, toute la compagnie revint au palais du roi, où il y avait un grand festin pour les fées. On mit devant chacune d'elles un couvert magnifique, avec un étui d'or massif, où il y avait une cuillère, une fourchette et un couteau de fin or, garni de diamants et de rubis. Mais comme chacun prenait sa place à table, on vit entrer une vieille fée, qu'on n'avait point priée, parce qu'il y avait plus de 50 ans qu'elle n'était sortie d'une tour, et qu'on la croyait morte ou enchantée. Le roi lui fit donner un couvert, mais il n'y eut pas moyen de lui donner un étui d'or massif, comme aux autres, parce que l'on n'en avait fait faire que 7 pour les 7 fées. La vieille crut qu'on la méprisait, et grommela quelques menaces entre ses dents. Une des jeunes fées qui se trouva auprès d'elle l'entendit, et jugeant qu'elle pourrait donner quelque fâcheux don à la petite princesse, alla dès qu'on fut sorti de table se cacher derrière la tapisserie, afin de parler la dernière, et de pouvoir réparer autant qu'il lui serait possible le mal que la vieille aurait fait. Cependant les fées commencèrent à faire leurs dons à la princesse. La plus jeune donna pour don qu'elle serait la plus belle personne du monde. Celle d'après, qu'elle aurait de l'esprit, comme un ange. La troisième, qu'elle aurait une grâce admirable à tout ce qu'elle ferait. La quatrième, qu'elle danserait parfaitement bien. La cinquième, qu'elle chanterait comme un rossignol. Et la sixième, qu'elle jouerait de toutes sortes d'instruments dans la dernière perfection. Le rang de la vieille fée étant venu, elle dit, en branlant la tête encore plus de dépit que de vieillesse, que la princesse se percerait la main d'un fuseau, et qu'elle en mourrait. Ce terrible don fit frémir toute la compagnie, et il n'y eut personne qui ne pleurât. Dans ce moment, la jeune fée sortit de derrière la tapisserie, et dit tout haut ces paroles. « Rassurez-vous, roi et reine, votre fille n'en mourra pas. Il est vrai que je n'ai pas assez de puissance pour défaire entièrement ce que mon ancienne a fait. La princesse se percera la main d'un fuseau. Mais au lieu d'en mourir, elle tombera seulement dans un profond sommeil qui durera 100 ans, au bout desquels le fils d'un roi viendra la réveiller. »
Le roi, pour tâcher d'éviter le malheur annoncé par la vieille, fit publier aussitôt un édit, par lequel il défendait à toute personne de filer au fuseau, ni d'avoir des fuseaux chez soi sur peine de la vie. Au bout de 15 ou 16 ans, le roi et la reine étant allés à une de leurs maisons de plaisance, il arriva que la jeune princesse, courant un jour dans le château et montant de chambre en chambre, alla jusqu'au haut d'un donjon dans un petit galetas, où une bonne vieille était seule à filer sa quenouille. Cette bonne femme n'avait point ouï parler des défenses que le roi avait faites de filer au fuseau. « Que faites-vous là, ma bonne dame » dit la princesse. « Je file, ma belle enfant, » lui répondit la vieille qui ne la connaissait pas. « Ah, que cela est joli » reprit la princesse. « Comment faites-vous? Donnez-moi que je voie si j'en ferai bien autant. » Elle n'eut pas plus tôt pris le fuseau que, comme elle était fort vive, un peu étourdie, et que d'ailleurs l'arrêt des fées l'ordonnait ainsi, elle s'en perça la main et tomba évanouie. La bonne vieille, bien embarrassée, crie au secours. On vient de tous côtés. On jette de l'eau au visage de la princesse, on la délace, on lui frappe dans les mains, on lui frotte les tempes avec de l'eau de la reine de Hongrie, mais rien ne la faisait revenir. Alors le roi, qui était monté au bruit, se souvint de la prédiction des fées, et jugeant bien qu'il fallait que cela arrivât, puisque les fées l'avaient dit, fit mettre la princesse dans le plus bel appartement du palais, sur un lit en broderie d'or et d'argent. On eût dit d'un ange, tant elle était belle, car son évanouissement n'avait pas ôté les couleurs vives de son teint. Ses joues étaient incarnates, et ses lèvres comme du corail. Elle avait seulement les yeux fermés, mais on l'entendait respirer doucement, ce qui faisait voir qu'elle n'était pas morte. Le roi ordonna qu'on la laissât dormir en repos, jusqu'à ce que son heure de se réveiller fût venue. La bonne fée qui lui avait sauvé la vie, en la condamnant à dormir 100 ans, était dans le royaume de Mataquin, à 12 000 lieues de là, lorsque l'accident arriva à la princesse. Mais elle en fut avertie en un instant par un petit nain, qui avait des bottes de 7 lieues. C'étaient des bottes avec lesquelles on faisait 7 lieues d'une seule enjambée. La fée partit aussitôt, et on la vit au bout d'une heure arriver dans un chariot tout de feu, traîné par des dragons. Le roi lui alla présenter la main à la descente du chariot. Elle approuva tout ce qu'il avait fait, mais comme elle était grandement prévoyante, elle pensa que quand la princesse viendrait à se réveiller, elle serait bien embarrassée toute seule dans ce vieux château. Voici ce qu'elle fit. Elle toucha de sa baguette tout ce qui était dans ce château, hors le roi et la reine, gouvernante, fille d'honneur, femme de chambre, gentilhomme, officier, maître d'hôtel, cuisinier, marmiton, galopin, garde, suisse, page, valet de pied. Elle toucha aussi tous les chevaux qui étaient dans les écuries, avec les palefreniers, les gros matins de basse-cour et la petite Pouffe, petite chienne de la princesse qui était auprès d'elle sur son lit. Dès qu'elle les eut touchés, ils s'endormirent tous, pour ne se réveiller qu'en même temps que leur maîtresse, afin d'être tout prêts à la servir quand elle en aurait besoin. Les broches mêmes qui étaient au feu, toutes pleines de perdrix et de faisans, s'endormirent, et le feu aussi. Tout cela se fit en un moment. Les fées n'étaient pas longues à leur besogne. Alors le roi et la reine, après avoir baisé leur cher enfant sans qu'elle s'éveillât, sortirent du château et firent publier des défenses à qui que ce soit d'en approcher. Ces défenses n'étaient pas nécessaires, car il crut, dans un quart d'heure tout autour du parc, une si grande quantité de grands arbres et de petits, de ronces et d'épines entrelacées les unes dans les autres, que bête ni homme n'y aurait pu passer. En sorte qu'on ne voyait plus que le haut des tours du château, encore n'était-ce que de bien loin. On ne douta point que la fée n'eût encore fait là un tour de son métier, afin que la princesse, pendant qu'elle dormirait, n'eût rien à craindre des curieux. Au bout de 100 ans, le fils du roi qui régnait alors, et qui était d'une autre famille que la princesse endormie, étant allé à la chasse de ce côté-là, demanda ce que c'était que ces tours qu'il voyait au-dessus d'un grand bois fort épais. Chacun lui répondit selon qu'il en avait ouï parler. Les uns disaient que c'était un vieux château où il revenait des esprits, les autres que tous les sorciers de la contrée y faisaient leur sabbat. La plus commune opinion était qu'un ogre y demeurait, et que là il emportait tous les enfants qu'il pouvait attraper, pour les pouvoir manger à son aise, et sans qu'on le pût suivre, ayant seul le pouvoir de se faire un passage au travers du bois. Le prince ne savait qu'en croire, lorsqu'un vieux paysan prit la parole, et lui dit « Mon prince, il y a plus de 50 ans que j'ai ouï dire, à mon père, qu'il y avait dans ce château une princesse, la plus belle du monde.
qu'elle y devait dormir 100 ans, et qu'elle serait réveillée par le fils d'un roi à qui elle était réservée. » Le jeune prince, à ce discours, se sentit tout de feu. Il crut sans balancer qu'il mettrait fin à une si belle aventure, et poussé par l'amour et par la gloire, il résolut de voir sur-le-champ ce qui en était. À peine s'avança-t-il vers le bois, que tous ces grands arbres, ces ronces et ces épines, s'écartèrent d'elles-mêmes pour le laisser passer. Il marche vers le château qu'il voyait au bout d'une grande avenue où il entra, et ce qui le surprit un peu, il vit que personne de ces gens ne l'avait pu suivre, parce que les arbres s'étaient rapprochés dès qu'il avait été passé. Il ne laissa pas de continuer son chemin, un prince jeune et amoureux, et toujours vaillant. Il entra dans une grande avant-cour, où tout ce qu'il vit d'abord était capable de le glacer de crainte. C'était un silence affreux, l'image de la mort s'y présentait partout, et ce n'étaient que des corps étendus d'hommes et d'animaux, qui paraissaient morts. Il reconnut pourtant bien au nez bourgeonné et à la face vermeille des Suisses qu'ils n'étaient qu'endormis, et leur tasse où il y avait encore quelques gouttes de vin montrait assez qu'ils s'étaient endormis en buvant. Il passe une grande cour pavée de marbre, il monte l'escalier, il entre dans la salle des gardes qui étaient rangés en haie, la carabine sur l'épaule et ronflant de leur mieux. Il traverse plusieurs chambres pleines de gentilshommes et de dames, dormant tous, les uns debout, les autres assis. Il entre dans une chambre toute dorée, et il vit sur un lit, dont les rideaux étaient ouverts de tous côtés, le plus beau spectacle qu'il eût jamais vu. Une princesse, qui paraissait avoir 15 ou 16 ans, et dont l'éclat resplendissant avait quelque chose de lumineux et de divin. Il s'approcha en tremblant et en admirant, et se mit à genoux auprès d'elle. Alors, comme la fin de l'enchantement était venue, la princesse s'éveilla, et le regardant avec des yeux plus tendres qu'une première vue ne semblait le permettre. « Est-ce vous, mon prince ?» lui dit-elle. « Vous vous êtes bien fait vous... Est-ce vous, mon prince ?» lui dit-elle. « Vous vous êtes bien fait attendre. » Le prince, charmé de ces paroles, et plus encore de la manière dont elles étaient dites, ne savait comment lui témoigner sa joie et sa reconnaissance. Il l'assura qu'il l'aimait plus que lui-même. Ses discours furent mal rangés. Ils en plurent davantage. Peu d'éloquence, beaucoup d'amour. Il était plus embarrassé qu'elle, et l'on ne doit pas s'en étonner. Elle avait eu le temps de songer à ce qu'elle aurait à lui dire, car il y a apparence, l'histoire n'en dit pourtant rien, que la bonne fée, pendant un si long sommeil, lui avait procuré le plaisir des songes agréables. Enfin, il y avait 4 heures qu'ils se parlaient, et ils ne s'étaient pas encore dit la moitié des choses qu'ils avaient à se dire. Cependant, tout le palais s'était réveillé avec la princesse. Chacun songeait à faire sa charge, et comme ils n'étaient pas tous amoureux, ils mouraient de faim. La dame d'honneur, pressée comme les autres, s'impatienta, et dit tout haut à la princesse que la viande était servie. Le prince aida la princesse à se lever. Elle était tout habillée et fort magnifiquement, mais il se garda bien de lui dire qu'elle était habillée comme ma mère grand, et qu'elle avait un collet monté. Elle n'en était pas moins belle. Ils passèrent dans un salon de miroirs, et y soupèrent, servis par les officiers de la princesse. Les violons et les hautbois jouèrent de vieilles pièces, mais excellentes, quoiqu'il y eût près de 100 ans qu'on ne les jouât plus. Et après souper, sans perdre de temps, le grand aumônier les maria dans la chapelle du château, et la dame d'honneur leur tira le rideau. Ils dormirent peu. La princesse n'en avait pas grand besoin, et le prince la quitta dès le matin pour retourner à la ville, où son père devait être en peine de lui. Le prince lui dit qu'en chassant, il s'était perdu dans la forêt, et qu'il avait couché dans la hutte d'un charbonnier, qui lui avait fait manger du pain noir et du fromage. Le roi son père, qui était bonhomme, le crut, mais sa mère n'en fut pas bien persuadée, et voyant qu'il allait presque tous les jours à la chasse, et qu'il avait toujours une raison en main pour s'excuser, quand il avait couché 2 ou 3 nuits dehors, elle ne douta plus qu'il n'eût quelque amourette. Car il vécut avec la princesse plus de 2 ans entiers, et en eut 2 enfants, dont le premier, qui fut une fille, fut nommé l'Aurore, et le second, un fils, qu'on nomma le Jour, parce qu'il paraissait encore plus beau que sa sœur. La reine dit plusieurs fois à son fils, pour le faire expliquer, qu'il fallait se contenter dans la vie, mais il n'osa jamais se fier à elle de son secret. Il la craignait quoiqu'il l'aimât, car elle était de race ogresse, et le roi ne l'avait épousée qu'à cause de ses grands biens. On disait même tout bas à la cour qu'elle avait les inclinations des ogres, et qu'en voyant passer de petits enfants, elle avait toutes les peines du monde à se retenir de se jeter sur eux. Ainsi le prince ne voulut jamais rien dire.
Mais quand le roi fut mort, ce qui arriva au bout de 2 ans, et qu'il se vit maître, il déclara publiquement son mariage, et alla en grande cérémonie quérir la reine sa femme dans son château. On lui fit une entrée magnifique dans la ville capitale, où elle entra au milieu de ses 2 enfants. Quelque temps après, le roi alla faire la guerre à l'empereur Cantalabute, son voisin. Il laissa la régence du royaume à la reine sa mère, et lui recommanda fort sa femme et ses enfants. Il devait être à la guerre tout l'été, et dès qu'il fut parti, la reine mère envoya sa bru et ses enfants à une maison de campagne dans les bois, pour pouvoir plus aisément assouvir son horrible envie. Elle y alla quelques jours après, et dit un soir à son maître d'hôtel, « Je veux manger demain à mon dîner la petite Aurore. » « Ah, madame, dit le maître d'hôtel. « Je le veux, dit la reine, et elle le dit d'un ton d'ogresse qui a envie de manger de la chair fraîche. Et je la veux manger à la sauce Robert. Ce pauvre homme, voyant bien qu'il ne fallait pas se jouer à une ogresse, prit son grand couteau et monta à la chambre de la petite Aurore. Elle avait pour lors 4 ans, et vint en sautant et riant se jeter à son col, et lui demander du bonbon. Il se mit à pleurer. Le couteau lui tomba des mains, et il alla dans la basse-cour couper la gorge à un petit agneau, et il lui fit une si bonne sauce que sa maîtresse l'assura qu'elle n'avait jamais rien mangé de si bon. Il avait emporté en même temps la petite Aurore, et l'avait donnée à sa femme pour la cacher dans le logement qu'elle avait au fond de la basse-cour. 8 jours après, la méchante reine dit à son maître d'hôtel, « Je veux manger à mon souper le petit jour. » Il ne répliqua pas, résolu de la tromper comme l'autre fois. Il alla chercher le petit jour, et le trouva avec un petit fleuret à la main, dont il faisait des armes avec un gros singe. Il n'avait pourtant que 3 ans. Il le porta à sa femme, qui le cacha avec la petite Aurore, et donna à la place du petit jour un petit chevreau fort tendre, que l'ogresse trouva admirablement bon. Cela était fort bien allé jusque-là. Mais un soir, cette méchante reine dit au maître d'hôtel, « Je veux manger la reine à la même sauce que ses enfants. » Ce fut alors que le pauvre maître d'hôtel désespéra de la pouvoir encore tromper. La jeune reine avait 20 ans passés, sans compter les 100 ans qu'elle avait dormi. Sa peau était un peu dure, quoique belle et blanche, et le moyen de trouver dans la ménagerie une bête aussi dure que cela. Il prit la résolution, pour sauver sa vie, de couper la gorge à la reine, et monta dans sa chambre, dans l'intention de n'en pas faire à 2 fois. Il s'excitait à la fureur, et entra le poignard à la main dans la chambre de la jeune reine. Il ne voulut pourtant point la surprendre, et il lui dit avec beaucoup de respect l'ordre qu'il avait reçu de la reine-mère. « Faites votre devoir, lui dit-elle, en lui tendant le col. Exécutez l'ordre qu'on vous a donné. J'irai revoir mes enfants, mes pauvres enfants que j'ai tant aimés, car elle les croyait morts depuis qu'on les avait enlevés sans lui rien dire. »« Non, non, madame, lui répondit le pauvre maître d'hôtel tout attendri. « Vous ne mourrez point, et vous ne laisserez pas d'aller revoir vos chers enfants, mais ce sera chez moi où je les ai cachés, et je tromperai encore la reine, en lui faisant manger une jeune biche en votre place. » Il la mena aussitôt à sa chambre, où la laissant embrasser ses enfants et pleurer avec eux, il alla accommoder une biche, que la reine mangea à son souper, avec le même appétit que si c'eût été la jeune reine. Elle était bien contente de sa cruauté, et elle se préparait à dire au roi à son retour que les loups enragés avaient mangé la reine, sa femme et ses 2 enfants. Un soir qu'elle rôdait à son ordinaire dans les cours et basses-cours du château pour y halener quelque viande fraîche, elle entendit dans une salle basse le petit jour qui pleurait, parce que la reine sa mère le voulait faire fouetter à cause qu'il avait été méchant, et elle entendit aussi la petite Aurore qui demandait pardon pour son frère. L'ogresse reconnut la voix de la reine et de ses enfants, et furieuse d'avoir été trompée, elle commande dès le lendemain au matin, avec une voix épouvantable qui faisait trembler tout le monde, qu'on apportât au milieu de la cour une grande cuve, qu'elle fit remplir de crapauds, de vipères, de couleuvres et de serpents, pour y faire jeter la reine et ses enfants, le maître d'hôtel, sa femme et sa servante. Elle avait donné l'ordre de les amener les mains liées derrière le dos. Ils étaient là, et les bourreaux se préparaient à les jeter dans la cuve, lorsque le roi, qu'on n'attendait pas de sitôt, entra dans la cour à cheval. Il était venu en poste, et demanda tout étonné ce que voulait dire cet horrible spectacle. Personne n'osait l'en instruire, quand l'ogresse, enragée de voir ce qu'elle voyait, se jeta elle-même la tête la première dans la cuve,
et fut dévorée en un instant par les vilaines bêtes qu'elle y avait fait mettre. Le roi ne laissa pas d'en être fâché. Elle était sa mère. Mais il s'en consola bientôt avec sa belle femme et ses enfants. Moralité. Attendre quelque temps pour avoir un époux, riche, bien fait, galant et doux, la chose est assez naturelle. Mais l'attendre sans temps, et toujours en dormant, on ne trouve plus de femelle qui dormit si tranquillement. La fable semble encore vouloir nous faire entendre que souvent de l'hymen les agréables nœuds, pour être différés, n'en sont pas moins heureux, et qu'on ne perd rien pour attendre. Mais le sexe avec tant d'ardeur aspire à la fois conjugale, que je n'ai pas la force ni le cœur de lui prêcher cette morale. Et c'est la fin du conte La Belle au bois dormant. Nous marquons une courte pause, les amis. Alors, j'essaie de vous lire vite fait ce que vous avez pu dire depuis tout à l'heure. Ah, apparemment, Barbe Bleue, ça a l'air de vous avoir fait une grosse impression. J'ai hâte d'arriver à Barbe Bleue, du coup. Mais c'est vrai que de souvenir, ça m'avait aussi vachement marqué. Alors, j'en garde pas un souvenir aussi fort que vous, apparemment, mais je me rappelle que je m'étais dit, putain, Barbe Bleue, c'est vraiment... Parmi les contes, c'est vraiment quelque chose, quoi. D'ailleurs, je vais me refaire les Dracula, je vais en avoir besoin pour un dossier en cours. Ah, bah, bonne écoute à toi, Nanu, quand tu te referas les Dracula. Et du coup, merci pour le retour sur le son. J'espère que ça vous a plu, ce premier conte. Ça m'a pris beaucoup plus de temps à lire que ce que j'aurais cru, au final. J'ai envie de dire tant mieux. Ça fait durer un peu le live, ça fait durer un peu le plaisir. J'ai beaucoup apprécié. Et c'est marrant parce que... Alors après, je suis pas spécialiste des contes. Enfin, comment dire? Je pense que, comme tout le monde, j'ai une imagerie populaire comme ça, et puis voilà, comment dire, comment on appelle ça? Une culture collective, c'est pas tellement le mot que je cherche, mais voilà, c'est quelque chose qu'on connaît un peu tous, mais il y a eu tellement de versions, tellement et tellement de versions. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup, je pense, se sont abreuvés des versions de Disney. Moi, c'est vrai que Disney, je suis pas trop gros consommateur et c'est pas quelque chose que j'apprécie beaucoup, pour être franc. Donc par exemple, La Belle au bois dormant de Disney, j'ai aucun souvenir de ce que ça peut être. Je sais même pas si je l'ai déjà vu dans son intégralité. Et c'est marrant parce qu'en fait, ça qui est bien avec les contes aussi, je trouve, souvent il peut y avoir, pas le débat, mais il peut y avoir la discussion de dire ah oui, mais ça c'est pas les vrais contes ils sont beaucoup plus horribles et ainsi de suite. Mais en fait, moi je dirais que ça n'a pas grand sens de dire ça, puisque la forme même du conte, est à la base orale. Là, Perrault, Grimm, Andersen, quand il les fixe à l'écrit, il fixe une version de ce conte, mais il y en a maintes et maintes autres. Donc voilà, il y a des tonnes et des tonnes de versions de chaque conte. Tant et si bien que si je vous faisais un live de Grimm, il est fort probable que Grimm et Andersen pardon, aient repris des contes que Perrault a écrits et que je vous lirai, et que la version sera tout à fait différente. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait vraiment une version qui soit la bonne, l'original, etc. Même si je vous avoue que, encore une fois, dans le processus du choix de l'auteur que j'allais vous lire en live, ça m'a influencé parce que je me suis dit que ça serait intéressant de commencer peut-être par l'auteur le plus loin dans le temps, par vraiment le premier auteur, entre guillemets, à avoir fixé à l'écrit ses contes, pour voir peut-être une évolution si je vous lisais d'autres contes dans le futur aussi, quoi. Donc ouais, je trouve ça hyper sympa. La Belle au bois dormant, pour le moment, j'ai trouvé ça très très cool, et je trouve déjà que c'est vachement loin de la version que j'en connaissais. Genre tout l'appendice avec la mère du roi qui est une ogresse et ainsi de suite, je connaissais pas du tout. Je connaissais pas du tout, du tout, du tout, et je trouve ça marrant, je trouve ça intéressant. Moi, je m'étais vraiment arrêté sur La Belle au bois dormant, je m'étais vraiment arrêté sur elle se pique, elle s'endort et il y a un prince qui vient la délivrer, quoi. Donc ouais, c'est marrant, c'est intéressant. J'aime beaucoup ce travail, entre guillemets, de plonger dans les origines des choses. Alors encore une fois, même si là c'est très difficile de dire les origines, parce que les origines sont
multiples. Mais j'aime beaucoup ce processus d'essayer de s'intéresser aux différentes euh, vérités, aux différentes réalités qui entourent un sujet. De se dire, bon, bah, il n'y a pas juste ce que je connais, comment c'était à la base, comment c'était foutu, comment ça peut être vu autrement, et ainsi de suite. Enfin voilà. Je trouve ça toujours sympa d'élargir et de multiplier le kaléidoscope d'avis, d'opinions, de versions sur un même sujet. Ça ne fait que enrichir en fait, c'est ça qui est cool. Et je préfère encore une fois ne pas dire que une ou l'autre version est la bonne, mais que juste il y a différentes versions quoi. La pluie commence à tomber assez fortement sur mon toit, j'espère que vous ne l'entendrez pas trop, j'espère que ça ne vous dérangera pas pendant ce live. Et on va pouvoir poursuivre les amis, puisque je vous le disais, les textes sont relativement courts, donc je vais enchaîner assez rapidement sans faire des pauses trop conséquentes. Et ouais, c'est ça, on s'arrête sur le baiser d'habitude, j'ai l'impression, les couteaux portes, je suis assez d'accord avec toi. Mais d'ailleurs, en plus, ça m'a marqué parce que là, alors à moins que j'ai lu de manière automatique et que j'ai pas fait gaffe à ce que je disais, mais j'ai pas eu tellement l'impression qu'il y avait une histoire de baiser là. Attendez. Hein. Ouais, non, c'est ça, là on parle même pas de baiser en plus. Hein. Là, c'est il s'approcha en tremblant et en admirant et se mit à genoux auprès d'elle. Alors, comme la fin de l'enchantement était venue, la princesse s'éveilla. Donc on nous parle même pas de baiser ici. Et c'est ça que j'ai bien aimé aussi, et que je trouve intéressant, c'est que je pense on a tous en tête la forme classique du conte qui termine par ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Et là, on est allé plus loin que ça. Il y a eu le dénouement je vais dire le dénouement classique où la princesse est délivrée par le prince. Mais ensuite, ils ont leurs enfants et l'histoire continue. Donc ça, je trouve ça vachement cool. Et enfin, la forme de la moralité à la fin. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et encore une fois, bon, c'est pas des débats que je vais forcément lancer parce que voilà, je pense que ce sont pas forcément des discussions vaines. C'est intéressant de discuter ces questions, mais je pense qu'aujourd'hui, elles sont un peu anachroniques. On n'est plus tellement à se dire est-ce qu'il faut lire les contes à nos enfants ou pas? Est-ce que c'est pas trop dangereux pour eux? Oh là là, attention. Euh, mais ouais, ça nourrit encore cette discussion et ce débat-là. Le fait qu'il y ait des moralités, parce que du coup, le fait qu'il y ait des moralités est gênant en soi pour certaines personnes, parce que du coup, de se dire que c'est pas juste du divertissement et que la personne qui a écrit ces contes les a écrits à dessein, et bah du coup, ça peut gêner certaines personnes. Certaines personnes, au contraire, trouveront ça cool d'instruire les enfants en les divertissant. C'est voilà, c'est vraiment propre à chacun. Chacun y verra sa version des choses. Et ça recoupe un petit peu du coup la dédicace que je vous ai lue juste avant La Belle au Bois dormant. La dédicace qui était dédiée donc à Mademoiselle et qui était signée. Alors c'était comment c'était D'Armancourt. P d'Armancourt, voilà c'est ça. Parce que tout simplement, si j'ai bien regardé, donc là je me suis renseigné sur internet brièvement, donc peut-être que ce que je vous dis sera faux, hein, mais encore une fois, je vous fais confiance, ne prenez pas tout ce que je dis pour argent comptant, je vous resserre mes maigres connaissances et les petites choses que j'ai pu visionner rapidement avant le live. Mais il me semble du coup que Charles Perrault n'a pas voulu publier ses textes sous son nom, et du coup c'est pour ça qu'il y a cette petite dédicace où il se fait passer pour un enfant. Et en fait, P d'Armancourt, si je dis pas de conneries, c'était genre son neveu ou quelque chose comme ça. Donc en fait, voilà, il a fait croire que les contes étaient écrits par un enfant. Pourquoi? Alors là, je ne serais pas entré dans le détail, je suis pas assez spécialiste. Mais de ce que j'ai vu brièvement sur Internet, c'est grosso modo justement parce que c'était une question très controversée, le fait que les contes étaient pour les adultes ou pour les enfants. Et qu'a priori, à cette époque-là, c'était davantage des histoires qui se racontaient aux adultes et qu'on ne voulait pas raconter aux enfants. Et du coup, Perrault aurait eu un peu peur d'attiser la foudre de certains et d'alimenter certaines polémiques. Donc il a préféré voilà, se mettre sous l'image de l'enfant pour que ça passe mieux. Je crois que c'est à peu près ça. Voilà, voilou. Ça y est, j'ai l'impression qu'il n'a pas plu depuis des jours et des jours, voire des semaines et des semaines. Et là, ça y est, je fais un live
c'est le déluge. J'espère que ça s'entend pas trop, ça m'emmerderait vraiment. Je vais poursuivre la lecture sans plus de cérémonie, les amis. Le petit chaperon rouge fait vraiment quelques toutes petites pages, donc je ferai une toute petite pause après le chaperon rouge. Et on terminera avec la barbe bleue. A priori, on terminera en beauté de ce que vous me dites. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Je sais pas pourquoi aussi, c'est écrit très bizarre. Donc c'est par exemple le titre de la dédicace c'était à Mademoiselle, c'était écrit à Mademoiselle et c'est tout. Mais La Belle au bois dormant c'est écrit Comte en dessous. Le petit chaperon rouge c'est écrit Comte aussi. Et la barbe bleue c'est pas écrit Comte, par exemple. Donc du coup je me demande vachement si ce mot de Comte est quelque chose de l'édition que j'ai dans les mains. Et que du coup c'est complètement de notre époque et pas du tout de la main de Perrault. Ou si c'est Charles Perrault qui s'est senti obligé de devoir écrire que c'était ou non des contes, je sais pas trop. Vu que j'ai l'impression que parfois c'est écrit nouvelle, parfois c'est pas écrit conte, je vais quand même continuer à vous le dire. On va dire que c'est d'origine, même si ça me paraît chelou, mais bon, pourquoi pas. Bref. Trêve de bavardage, encore une fois, hein, vous le savez, souvent les premiers lives sur une œuvre, il y a pas mal de réglages, il y a pas mal de... essayer de trouver le bon ton, essayer de trouver le bon rythme, essayer de trouver à quelle fréquence et à quelle régularité, enfin, comment dire, à quelle fréquence et à quelle quantité je vais vous lire chaque soir, puisque je vous rappelle que les lives de lecture, ça, enfin, j'ai pas envie de vous dire ça parce que je sais pas si je vais être motivé comme avant, mais en gros, normalement, les lives de lecture, c'est tous les mardis et tous les vendredis à 21h en live sur Twitch, et 2 jours après sur YouTube en rediffusion. Et si c'est pas le cas, ça vous sera de toute manière prévenu. Tous les lundis, je mets le programme des lives sur mes réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter, Discord. Voilà, je pense avoir fait le tour. Et sur Twitch également, c'est mis à jour régulièrement. Voilà, voilà. J'ai l'impression de me répéter et de me perdre dans mes phrases. C'est très très horrible. Désolé, désolé. J'espère ne pas être trop lourd. On est reparti. Le nouveau setup. Hop, on est bon. Et je vous souhaite encore une bonne écoute à tous. À dans quelques petites minutes pour une petite pause. Le petit chaperon rouge. Conte. Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle, et sa mère grand plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge, qui lui seyait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère, ayant cuit et fait des galettes, lui dit « Va voir comme se porte ta mère grand, car on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. » Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère grand, qui demeurait dans un autre village. En passant dans un bois, elle rencontra compère le loup, qui eut bien envie de la manger. Mais il n'osa, à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Il lui demanda où elle allait. La pauvre enfant, qui ne savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter à écouter un loup, lui dit « Je vais voir ma mère grand, et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. » « Demeure-t-elle bien loin ?» lui dit le loup. « Oh oui, dit le petit chaperon rouge. C'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, à la première maison du village. » Eh bien, dit le loup, je veux l'aller voir aussi. Je m'y en vais par ce chemin ici, et toi par ce chemin-là, et nous verrons qui plus tôt y sera. Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court, et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons, et à faire des bouquets des petites fleurs qu'elle rencontrait. Le loup ne fut pas longtemps à arriver à la maison de la mère grand. Il heurte. Toc toc. Qui est là? C'est votre fille, le petit chaperon rouge, dit le loup en contrefaisant sa voix, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. La bonne mère grand, qui était dans son lit à cause qu'elle se trouvait un peu mal, lui cria « Tire la chevillette,
La bobinette Chéra. Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme et la dévora en moins de rien, car il y avait plus de 3 jours qu'il n'avait mangé. Ensuite, il ferma la porte et s'alla coucher dans le lit de la mère Grand, en attendant le petit chaperon rouge, qui quelque temps après vint heurter à la porte. Toc toc. Qui est là? Le petit chaperon rouge, qui entendit la grosse voix du loup, eut peur d'abord, mais croyant que sa mère Grand était enrhumée, répondit. C'est votre fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. Le loup lui cria en adoucissant un peu sa voix. Tire la chevillette, la bobinette Chéra. Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Le loup, la voyant entrer, lui dit en se cachant dans le lit sous la couverture. Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche et viens te coucher avec moi. Le petit chaperon rouge se déshabille et va se mettre dans le lit, où elle fut bien étonnée de voir comment sa mère Grand était faite en son déshabillé. Elle lui dit. Ma mère Grand, que vous avez de grands bras. C'est pour mieux t'embrasser, ma fille. Ma mère Grand, que vous avez de grandes jambes. C'est pour mieux courir, mon enfant. Ma mère Grand, que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux écouter, mon enfant. Ma mère Grand, que vous avez de grands yeux. C'est pour mieux voir, mon enfant. Ma mère Grand, que vous avez de grandes dents. C'est pour te manger. Et en disant ces mots, ce méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea. Moralité. On voit ici que de jeunes enfants, surtout de jeunes filles belles, bien faites et gentilles, font très mal d'écouter toutes sortes de gens, et que ce n'est pas chose étrange s'il en est tant que le loup mange. Je dis le loup car tous les loups ne sont pas de la même sorte. Il en est d'une humeur accorte, sans bruit, sans fiel et sans courroux, qui, privés, complaisants et doux, suivent les jeunes demoiselles jusque dans les maisons, jusque dans les ruelles. Mais hélas, qui ne sait que ces loups doucereux, de tous les loups, sont les plus dangereux. Et c'est la fin du conte Le petit chaperon rouge. Allez, je marque une microscopique pause là. Je vais juste changer le titre du live parce que je ne l'ai pas fait auparavant. Faut que je me mette, faut que je me remette dans les bonnes habitudes. C'est pour ça que je me force à le faire aussi, même si c'est pas très important. Mais ouais, faut que je me remette dans le bail quoi. Hop. Faut que je reprenne les bonnes habitudes, les bonnes phrases d'intro, d'outro, de pause, tout ça, tout ça. C'est important, vous comprenez? C'est du détail, mais tout est dans le détail, n'est-ce pas? Bon, là, pour le coup, le petit chaperon rouge, c'était clair, net, précis, efficace. C'était très, très court. C'était la version la plus simplifiée que j'en connaissais. Droit au but, quoi. Là, il n'y a même pas d'histoire de bûcheron qui vient ouvrir le ventre du loup pour refaire sortir le chaperon rouge et la mère Grand. Là, voilà. Là, c'est droit au but, très frontal. Et du coup, la moralité, elle aussi, est très droit au but, très frontal et très bien imagée, du coup, par cette image, par cette histoire courte. C'est voilà. C'est vraiment fais attention aux inconnus, quoi. C'est grosso modo ça, quoi. En vrai, c'est ça aussi qui est bien, c'est que les moralités, t'es pas obligé de le prendre comme un truc. Parce que moralité, ça fait vraiment mot pompeux, entre guillemets, ça fait vraiment genre, tu te places sur un jugement moral, justement. Donc ça fait tout de suite quelque chose de très lourd, de très dans le jugement, entre guillemets. Alors qu'en vrai, tu peux juste te dire que ce sont des conseils et ça passe beaucoup mieux, je trouve. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas se dire ouais, le conseil de faire attention aux gens qu'on ne connaît pas dans la rue, c'est pas mal. Et puis le conseil aussi de dire de faire encore plus attention à ceux qui sont un petit peu malins et un petit peu sournois. Enfin, en tout cas, de dire que certaines personnes, même si elles ont l'air gentilles, peuvent être en fait bien plus sournoises. Ouais, c'est voilà, c'est un conseil qui peut s'entendre aussi.
Euh, Les images du loup avec le bonnet de nuit sur la tête, ça marque quand on est petit. C'est ça, carrément, carrément. Franchement, je pense que c'est l'un des contes les plus connus. Je me demande même si le Petit Chaperon Rouge, c'est pas le conte le plus connu, le conte par excellence quelque part. Et c'est marrant parce que, encore une fois, là, voilà, ça nous a pris 2 pages, quoi, 3 pages. Donc c'est vraiment résumable très très vite, quoi. Après, c'est aussi la brièveté des contes qui fait leur efficacité, hein. Hum. Putain, c'est chiant, vu que j'ai une boisson fraîche, mais que je bois pas souvent au fur et à mesure du live, et bah elle goûte de l'eau sur moi. C'est pas terrible. Bref. La barbe bleue, c'est un peu plus long pour le coup. On est parti pour 6 pages. Bon, c'est pas beaucoup plus long. Et puis je m'y mets tout de suite, parce que du coup, j'ai pas envie de faire des pauses exagérément longues pour rien. Donc on est parti. Je repasse sur le setup lecture. Je vous souhaite une bonne écoute à toutes et à tous. Et je vous dis à dans quelques minutes pour l'outro du live, les amis. Ça aura été un live court mais fort plaisant. Bref, on est reparti. À tout à l'heure. La barbe bleue. Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne, de la vaisselle d'or et d'argent, des meubles en broderie et des carrosses tout dorés. Mais par malheur, cet homme avait la barbe bleue. Cela le rendait si laid et si terrible qu'il n'était ni femme ni fille qui ne s'enfuit de devant lui. Une de ses voisines, dame de qualité, avait 2 filles parfaitement belles. Il lui en demanda une en mariage et lui laissa le choix de celle qu'elle voudrait lui donner. Elle n'en voulait point toutes 2, et se le renvoyait l'une à l'autre, ne pouvant se résoudre à prendre un homme qui eût la barbe bleue. Ce qui les dégoûtait encore, c'est qu'il avait déjà épousé plusieurs femmes, et qu'on ne savait ce que ces femmes étaient devenues. La barbe bleue, pour faire connaissance, les mena avec leur mère et 3 ou 4 de leurs meilleurs amis, et quelques jeunes gens du voisinage, à une de ces maisons de campagne, où on demeura 8 jours entiers. Ce n'était que promenades, que parties de chasse et de pêche, que danses et festins, que collations. On ne dormait point, et on passait toute la nuit à se faire des malices les uns aux autres. Enfin, tout alla si bien que la cadette commença à trouver que le maître du logis n'avait plus la barbe si bleue, et que c'était un fort honnête homme. Dès qu'on fut de retour à la ville, le mariage se conclut. Au bout d'un mois, la barbe bleue dit à sa femme qu'il était obligé de faire un voyage en province, de 6 semaines au moins, pour une affaire de conséquence. Qu'il la priait de se bien divertir pendant son absence, qu'elle fit venir ses bonnes amies, qu'elle les menât à la campagne si elle voulait, que partout elle fit bonne chère. Voilà, lui dit-il, les clés des 2 grands garde-meubles. Voilà celle de la vaisselle d'or et d'argent qui ne sert pas tous les jours. Voilà celle de mes coffres-forts, où est mon or et mon argent. Celle des cassettes où sont mes pierreries. Et voilà le passe-partout de tous les appartements. Pour cette petite clé-ci, c'est la clé du cabinet au bout de la grande galerie de l'appartement bas. Ouvrez tout, allez partout. Mais pour ce petit cabinet, je vous défends d'y entrer. Et je vous le défends de telle sorte que s'il vous arrive de l'ouvrir, il n'y a rien que vous ne deviez attendre de ma colère. Elle promit d'observer exactement tout ce qui lui venait d'être ordonné. Et lui, après l'avoir embrassée, il monte dans son carrosse et part pour son voyage. Les voisines et les bonnes amies n'attendirent pas qu'on les envoyât quérir pour aller chez la jeune mariée, tant elles avaient d'impatience de voir toutes les richesses de sa maison, n'ayant osé y venir pendant que le mari y était, à cause de sa barbe bleue qui leur faisait peur. Les voilà aussitôt à parcourir les chambres, les cabinets, les garde-robes, toutes plus belles et plus riches les unes que les autres. Elles montèrent ensuite au garde-meubles, où elles ne pouvaient assez admirer le nombre et la beauté des tapisseries, des lits, des sofas, des cabinets, des guéridons, des tables et des miroirs, où l'on se voyait depuis les pieds jusqu'à la tête, et dont les bordures, les unes de glace, les autres d'argent et de vermeil doré, étaient les plus belles et les plus magnifiques qu'on eût jamais vues. Elle ne cessait d'exagérer et d'envier le bonheur de leur amie, qui cependant ne se divertissait point à voir toutes ces richesses à cause de l'impatience qu'elle avait d'aller ouvrir le cabinet de l'appartement bas. Elle fut si pressée de sa curiosité que, sans considérer qu'il était malhonnête de quitter sa compagnie,
elle y descendit par un petit escalier dérobé, et avec tant de précipitation, qu'elle pensa se rompre le cou 2 ou 3 fois. Étant arrivée à la porte du cabinet, elle s'y arrêta quelque temps, songeant à la défense que son mari lui avait faite, et considérant qu'il pourrait lui arriver malheur d'avoir été désobéissante. Mais la tentation était si forte qu'elle ne put la surmonter. Elle prit donc la petite clé et ouvrit en tremblant la porte du cabinet. D'abord, elle ne vit rien, parce que les fenêtres étaient fermées. Après quelques moments, elle commença à voir que le plancher était tout couvert de sang caillé, et que dans ce sang se miraient les corps de plusieurs femmes mortes et attachées le long des murs. C'étaient toutes les femmes que la Barbe-Bleue avait épousées, et qu'il avait égorgées l'une après l'autre. Elle pensa mourir de peur, et la clé du cabinet qu'elle venait de retirer de la serrure lui tomba de la main. Après avoir un peu repris ses esprits, elle ramassa la clé, referma la porte, et monta à sa chambre pour se remettre un peu. Mais elle n'en pouvait venir à bout, tant elle était émue. Ayant remarqué que la clé du cabinet était tachée de sang, elle l'essuya 2 ou 3 fois, mais le sang ne s'en allait point. Elle eut beau la laver, et même la frotter avec du sablon et avec du grès, il y demeura toujours du sang, car la clé était faite, et il n'y avait pas moyen de la nettoyer tout à fait. Quand on ôtait le sang d'un côté, il revenait de l'autre. La Barbe-Bleue revint de son voyage dès le soir même, et dit qu'il avait reçu des lettres dans le chemin, qui lui avaient appris que l'affaire pour laquelle il était parti venait d'être terminée à son avantage. Sa femme fit tout ce qu'elle put pour lui témoigner qu'elle était ravie de son prompt retour. Le lendemain, il lui redemanda les clés, et elle les lui donna, mais d'une main si tremblante, qu'il devina sans peine tout ce qui s'était passé. « D'où vient, lui dit-il, que la clé du cabinet n'est point avec les autres. »« Il faut, dit-elle, que je l'ai laissée là-haut sur ma table. »« Ne manquez pas, dit la Barbe-Bleue, de me la donner tantôt. » Après plusieurs remises, il fallut apporter la clé. La Barbe-Bleue, l'ayant considérée, dit à sa femme: « Pourquoi y a-t-il du sang sur cette clé ?»« Je n'en sais rien, » répondit la pauvre femme, plus pâle que la mort. « Vous n'en savez rien, » reprit la Barbe-Bleue. « Je le sais bien, moi. Vous avez voulu entrer dans le cabinet. Eh bien, madame, vous y entrerez, et irez prendre votre place auprès des dames que vous y avez vues. » Elle se jeta aux pieds de son mari, en pleurant et en lui demandant pardon, avec toutes les marques d'un vrai repentir de n'avoir pas été obéissante. Elle aurait attendri un rocher, belle et affligée comme elle était, mais la Barbe-Bleue avait le cœur plus dur qu'un rocher. « Il faut mourir, madame, lui dit-il, et tout à l'heure. »« Puisqu'il faut mourir, répondit-elle, en le regardant les yeux baignés de larmes, donnez-moi un peu de temps pour prier Dieu. »« Je vous donne un quart d'heure, reprit la Barbe-Bleue, mais pas un moment davantage. » Lorsqu'elle fut seule, elle appela sa sœur, et lui dit: « Ma sœur Anne, car elle s'appelait ainsi, monte, je te prie, sur le haut de la tour, pour voir si mes frères ne viennent point. Ils m'ont promis qu'ils me viendraient voir aujourd'hui, et si tu les vois, fais leur signe de se hâter. » La sœur Anne monta sur le haut de la tour, et la pauvre affligée lui criait de temps en temps: « Anne, ma sœur, ne vois-tu rien venir ?» Et la sœur Anne lui répondait: « Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. » Cependant, la Barbe-Bleue, tenant un grand coutelas à sa main, criait de toute sa force à sa femme: « Descends vite, ou je monterai là-haut. »« Encore un moment, s'il vous plaît, » lui répondait sa femme, et aussitôt elle criait tout bas: « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» Et la sœur Anne répondait: « Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. »« Descends donc vite, » criait la Barbe-Bleue, « ou je monterai là-haut. »« Je m'en vais, » répondait sa femme, et puis elle criait: « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?»« Je vois, » répondit la sœur Anne, « une grosse poussière qui vient de ce côté-ci. »« Sont-ce mes frères ?»« Hélas, non, ma sœur, c'est un troupeau de moutons. »« Ne veux-tu pas descendre ?» criait la Barbe-Bleue. « Encore un moment, » répondait sa femme, et puis elle criait: « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?»« Je vois, » répondit-elle, « 2 cavaliers qui viennent de ce côté-ci, mais ils sont bien loin encore. »« Dieu soit loué, » s'écria-t-elle un moment après. « Ce sont mes frères, je leur fais signe autant que je puis de se hâter. » La Barbe-Bleue se mit à crier si fort que toute la maison en trembla.
La pauvre femme descendit, et alla se jeter à ses pieds, tout éplorée et tout échevelée. Cela ne sert à rien, cela ne sert de rien, dit la Barbe-Bleue. Il faut mourir. Puis la prenant d'une main par les cheveux, et de l'autre levant le coutelas en l'air, il allait lui abattre la tête. La pauvre femme, se tournant vers lui, et le regardant avec des yeux mourants, le pria de lui donner un petit moment pour se recueillir. Non, non, dit-il, recommande-toi bien à Dieu. Et levant son bras, dans ce moment on heurta si fort à la porte que la Barbe-Bleue s'arrêta tout court. On ouvrit, et aussitôt on vit entrer 2 cavaliers, qui mettant l'épée à la main, coururent droit à la Barbe-Bleue. Il reconnut que c'étaient les frères de sa femme, l'un dragon et l'autre mousquetaire, de sorte qu'il s'enfuit aussitôt pour se sauver. Mais les 2 frères le poursuivirent de si près, qu'ils l'attrapèrent avant qu'il pût gagner le perron. Ils lui passèrent leur épée au travers du corps, et le laissèrent mort. La pauvre femme était presque aussi morte que son mari, et n'avait pas la force de se lever pour embrasser ses frères. Il se trouva que la Barbe-Bleue n'avait point d'héritier, et qu'ainsi sa femme demeura maîtresse de tous ses biens. Elle en employa une grande partie à marier sa sœur Anne avec un jeune gentilhomme, dont elle était aimée depuis longtemps. Une autre partie à acheter des charges de capitaine à ses 2 frères, et le reste à se marier elle-même à un fort honnête homme, qui lui fit oublier le mauvais temps qu'elle avait passé avec la Barbe-Bleue. Moralité. La curiosité, malgré tous ses attraits, coûte souvent bien des regrets. On en voit tous les jours 1000 exemples paraître. C'est, n'en déplaise au sexe, un plaisir bien léger. Dès qu'on le prend, il cesse d'être, et toujours il coûte trop cher. Autre moralité. Pour peu qu'on ait l'esprit sensé, et que du monde on sache le grimoire, on voit bientôt que cette histoire est un conte du temps passé. Il n'est plus d'époux si terrible, ni qui demande l'impossible fût-il malcontent et jaloux. Près de sa femme, on le voit filer doux, et de quelque couleur que sa barbe puisse être, on a peine à juger qui des 2 est le maître. Et c'est la fin du conte La Barbe-Bleue, qui figure d'ailleurs sur la couverture de cette édition Librio, que je trouve très très jolie, j'adore l'illustration. Et ce sera donc également la fin du live d'aujourd'hui consacré au conte de Charles Perrault. Nous poursuivrons vendredi à 21h pour la suite, mais pour l'heure, nous passons à l'outro de ce live, les amis. Les images du loup, ouais, ça j'ai déjà lu. C'est le moment crucial, pas de crochet dans cette version. Alors voilà, justement, j'allais vous demander, les couteaux-portes Ezekiel, vous qui avez fait des commentaires depuis le début du live sur Barbe-Bleue, est-ce qu'il y a des variantes par rapport à la version que vous connaissez? Moi, je ne crois pas que je connaissais cette version non plus. Bizarrement, le conte se finit plutôt bien. C'est-à-dire que bizarrement, à la fin, enfin, je sais pas, moi, dans mon esprit, la femme découvrait le cabinet de Barbe-Bleue et elle se faisait tuer, quoi. Là, elle arrive à se faire sauver par ses frères, et puis elle récupère tout l'argent, et du coup, elle arrive à se remarier, à caser sa sœur, à trouver du taf à ses frères. On peut dire que ça se passe plutôt pas mal. Plutôt pas mal quand on pense, par exemple, au sort du chaperon rouge et de sa mère grand, qui, elle, reste dans le bidou du, du grand méchant loup. Ah oui, c'était la même histoire qu'on m'avait lue. Ok, ok, ok. Mais je crois que moi, ouais, moi je crois que la version que je connaissais quand j'étais petit, je crois que à la fin, Barbe-Bleue s'en sort et que c'est presque plus terrible. Je sais pas si c'est possible. Là, je parle vraiment de souvenirs tellement lointains. Donc je sais même pas s'il y a vraiment une version où il s'en sort en fait. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais il me semble. Et pas de crochet dans cette version. Les couteaux-portes, genre ça parlait carrément de genre de crochet de boucher, tu penses? Pour attacher les corps comme ça, comme dans un clip de je sais plus quelle musique. Mais qui est dégueulasse. Mais ouais, ouais, franchement, ouais, le moment du cabinet est hyper impressionnant. J'aime beaucoup la manière dont c'est fait.
C'était chouette, merci pour la lecture de qualité, merci pour ton retour, Miari. Ça me fait plaisir, ça me fait très plaisir. Franchement, les compliments, j'ai envie de dire un truc, enfin, ouais, je vais peut-être dire un truc après. Il me semblait que le passage où sa sœur guette à la fenêtre me semblait plus longue avec des répétitions. Il y a déjà eu un peu de répétition là, mais c'est vrai que ça aurait pu durer plus longtemps. La phrase, j'avais complètement que ça venait de là. J'avais complètement zappé que ça venait de là, cette phrase-là, alors que je l'adore en plus. La phrase je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Je la trouve magnifique, mais je pensais qu'elle était répétée plus souvent aussi, en effet. Et d'ailleurs, ce dialogue, je le trouve incroyable. Ce dialogue avec la sœur qui appelle, donc avec, on va dire, l'héroïne qui appelle sa sœur Anne, et qui en même temps se fait appeler et crier dessus par Barbe Bleue. Je le trouve fort et traumatisant, quoi. Ça fait vraiment. C'est lourd, quoi. C'est très lourd. T'as pas envie d'être dans cette situation, quoi. Il y a un jeu de rôle d'horreur basé sur ce conte. J'en ai entendu vaguement parler et je me dis que ça peut être vachement intéressant comme univers, en fait. De toute manière, le conte, je pense, laisse vraiment des portes incroyables pour du jeu de rôle et pour tout un tas d'univers, en fait. Parce que c'est tellement. C'est tellement presque universel, j'ai envie de dire. Tout le monde connaît ces histoires plus ou moins bien entendu, mais tout le monde a une vague idée de ce que sont ces histoires. Et vu que ça se passe souvent, bah voilà, c'est souvent des contes merveilleux, donc avec de la magie, etc. Ça passe tellement bien. Moi, par exemple, le tout premier jeu de rôle que j'avais écrit, le premier scénario que je masterisais, dans l'intrigue principale, bon, c'était même carrément l'intrigue principale, il y avait tout un délire avec le chat de la mère Michel, et dont on se rendait compte au fur et à mesure du scénario qu'il y avait plus qu'une simple disparition de chat, on va dire, quoi. Donc, ouais, je trouve que c'est vraiment très très propice à servir de à servir de matériaux en fait, de matériaux pour construire dessus, quoi. Mais c'est ça c'est un truc que j'aime beaucoup dans le style du conte, comme dans le style de la fable, comme dans tous ces styles d'écriture, de littérature qui sont courts. C'est un peu le sens de la formule, et ça j'aime beaucoup ça. Je trouve ça vachement. Il y a une attention portée à faire des phrases esthétiques, courtes, qui aient du sens. Enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça sur le jeu aussi, très ludique. Et c'est quelque chose qui revient souvent dans le genre du conte, bah, comme le disaient les couteaux portes, d'avoir des jeux sur les répétitions pour faire une montée dramatique comme ça. Et vous le savez, je pense que ça, bah, pareil, tout comme moi, vous avez déjà dû l'étudier au collège, etc., en français, mais il y a des règles ou des rythmes qu'on reconnaît. On dit souvent, par exemple, que les choses viennent par trois, et ainsi de suite. Là, c'est un peu ça. Genre, deux fois, la sœur Anne répond qu'il n'y a rien à l'horizon, et ainsi de suite. Et la troisième fois, la situation se débloque. Et il y a beaucoup de choses comme ça dans les contes. Il y a beaucoup de codes, en fait, qui sont hyper inscrits, hyper connus. Mais qui, je trouve, en tout cas à titre perso, ne font pas, comment dire, ne font pas forcément gadget. Ils servent la structure, ils servent le récit. Euh, je trouve que c'est pas forcément mal, alors sans aller jusqu'aux clichés, même si parfois les clichés ça peut être bien aussi en ce sens-là, mais bon, voilà, c'est avec parcimonie. De toute façon, c'est vraiment jauger, faire de l'équilibre, c'est très compliqué. Mais je trouve que dans une œuvre, que ce soit littéraire, filmesque ou que sais-je encore, c'est bien d'avoir des codes, d'avoir des structures qui sont très banales, entre guillemets, très connues et reconnues, pour pouvoir peut-être essayer d'emmener les spectateurs dans ton univers, les prendre par la main et dire t'inquiète, ça tu connais. Un peu le brosser dans le sens du poil et lui dire t'inquiète, ça tu connais, tu vas pas être dépaysé, tu vois où je t'emmène, tu sais comment ça fonctionne et tout. Pour justement ensuite, une fois qu'on est bien pris dans le truc, pouvoir casser un peu le rythme et prendre le spectateur à revers, le surprendre et ainsi de suite.
Mais je trouve que c'est pas mal, ce genre de petite structure, ce genre de petit code. Je trouve qu'on peut vraiment faire quelque chose de ludique et s'en amuser, quoi. Et que ça ait un vrai intérêt, un vrai sens, etc. C'est moins répétitif que ce que j'aurais cru. Souvent, il y a quelques petites variations quand même. Oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh, alors, c'est curieux le titre Conte de la mère Loa, car en Angleterre, c'est un recueil de plein de petites comptines reprises par Lewis Carroll d'ailleurs. Ah ouais, je savais pas ça. Mais d'ailleurs, ça m'a hyper étonné quand je me suis renseigné du coup pour acheter les contes de Perrault, parce que j'ai l'impression de connaître pas mal quand même les contes et ainsi de suite, et j'avais jamais entendu la dénomination Conte de ma mère Loa. J'ai l'impression d'avoir toujours entendu les contes de Perrault, les contes de Grimm, les contes d'Andersen, mais jamais la formulation, les contes de ma mère Loa. Et en fait, j'étais en mode, mais c'est quoi ce machin, quoi? Et ouais, c'est vraiment. Alors, même si c'est Loa O-Y-E, c'est une version vieillie du mot oie O-I-E, donc en somme, l'oiseau qu'on connaît bien. Et du coup, j'ai quand même décidé d'appeler ces lives les contes de Perrault et pas les contes de ma mère Loa, parce que dans ce recueil, il n'y a pas que les contes de ma mère Loa, si je comprends bien, puisque dans le sommaire, il y a contes de ma mère Loa qui font à peu près la moitié, et ensuite il y a contes en vers, et je vais vous les lire aussi, les contes en vers de Charles Perrault. Donc voilà. Voilà, voilou. Ah, sympa, hein. Je savais pas du tout que c'était une comptine et tout ça. Ok. Je pourrais peut-être essayer de me renseigner, mais ouais. En fait, le truc, c'est que dans ces domaines-là, encore une fois, il y a tellement de versions dans tous les sens que c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Alors c'est marrant parce que ça incite à faire des recherches et tout. C'est aussi très drôle, je trouve, mais c'est pas toujours facile. Et moi, je sais pas ce que. Enfin voilà, encore une fois, les moralités, on n'est pas obligé de les prendre comme quelque chose qu'on se doit de suivre et ainsi de suite. On peut venir picorer, un peu comme dans les Fables de La Fontaine, je trouve. On peut venir picorer ce qui nous sied et ce qui est. Voilà, au moins, ça nous permet de confronter la manière de penser d'une autre personne à notre manière de penser et de se dire, ah ouais, c'est marrant, j'aurais pas vu les choses comme ça. Ah oui, c'est vrai, faudrait peut-être que je fasse attention à ça. Ah oui, non, faut pas que je fasse attention à ça, et ainsi de suite. Enfin bref. Et là, par exemple, typiquement, le fait d'avoir une moralité qui présente la curiosité comme quelque chose de mauvais, bah moi ça me dérange parce que moi je trouve que la curiosité c'est une grosse qualité. Mais bon après bien sûr on comprend que curiosité a un peu a un peu une polysémie de sens ici parce que voilà c'est un peu plus complexe que ça ici. Elle a promis qu'elle ferait pas quelque chose et au final elle l'a fait, donc voilà, c'est un peu plus proche de la tentation et de la malhonnêteté, entre guillemets. Enfin, malhonnêteté. Je sais pas trop comment on pourrait appeler ça, mais bon. C'est plus complexe que la simple curiosité, bien sûr, mais voilà. Mais bref, c'est ça qui est intéressant. C'est de confronter la moralité et de se dire, ouais, non, je pense pas forcément comme ça, je pense comme ça, et ainsi de suite. Bref, trêve de bavardage. J'espère que ça n'a pas été trop bordélique pour vous pour suivre le live de ce soir, parce que j'avoue que j'ai l'impression d'être parti dans tous les sens. Et ça, pour le coup, c'est vraiment parce que j'ai plus l'habitude de live, je pense. Donc voilà, j'espère que je vais savoir reprendre l'habitude doucement au fur et à mesure des lives. Je pense qu'il n'y aura pas de problème à ce que je vous fasse un live vendredi. Donc vendredi 21h, la suite de la lecture de cette œuvre. Et je vous lirai vraisemblablement. Alors je vais essayer de regarder ça tout de suite. Je vous lirai certainement Le Maître Chat ou Le Chat Botté, Les Fées, Cendrillon ou La Petite Pantoufle de Verre. Et puis, je vais voir après parce que là, je vous ai lu combien? Je vous ai lu à peu près 30 pages en gros. Ouais, c'est à peu près ça. Donc, si je vous lis re 30 pages, je peux peut-être aussi vous lire Riquet à la houppe et Le Petit Poucet. On verra. On verra, on verra, je vous dirai. Voilà, voilou. Miari qui nous dit que des héroïnes qui se font sauver jusque-là, à part le chaperon rouge qui meurt juste. C'est sûr, c'est sûr. Après, encore une fois, je trouve ça compliqué, comment dire, de juger une œuvre d'une époque aux valeurs de notre époque. Donc je sais pas trop.
Je sais pas trop. J'ai pas trop de messages là-dessus, si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas, c'est pas. Je comprends que ce soit cool d'avoir. Bon, parce que en gros, je comprends par ta phrase que tu ouvres un peu le débat de est-ce qu'il faut pas des héroïnes fortes auxquelles les jeunes femmes peuvent s'identifier, et ainsi de suite, etc. Je suis d'accord avec ça complètement. Mais, euh, mais je trouve que c'est pas tellement le débat ici. Enfin, je sais pas. Encore une fois, je trouve ça bizarre de comparer notre réalité présente à une réalité passée. Je ne juge pas juste Perrault à ses préférences narratives. Ah ouais, ça après, ouais, on peut voir en effet des carcans ou des choses comme ça c'est clair. Mais en fait, le truc en plus dans les contes, notamment, c'est que je le vois pas tellement en termes de c'est une fille ou c'est un garçon ou ce qu'on veut. Je le vois plus en termes de enfant, en fait. Je pense que dans les contes, on est plus près de ça. On est plus près de les enfants contre les adultes ou contre l'adversité ou contre les monstres et ainsi de suite. Donc je pense que voilà, je pense que le discours est assez libéré là-dessus et que j'ai envie de dire peu importe entre guillemets fille ou garçon, c'est davantage la figure de l'enfant, je pense, du petit enfant. Euh, Et du coup, merci pour le raid, Mirani. J'allais t'en faire un, puisque j'arrive aussi à la fin de mon live. C'est très gentil. Bonsoir Azajo et bonsoir Mirani. Coucou, coucou. J'espère que vous allez bien. Hmm. Et du coup, Miari qui me relance sur les compléments. Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Par rapport aux compliments, il y a un truc qui m'est venu. Alors, par rapport à pas mal de choses dans ma vie perso, mais j'ai revu une interview de Fabrice Lucchini il y a pas longtemps. Et je me suis dit, mais putain, mais c'est tellement vrai. Euh, Faut pas croire que c'est gratuit. Alors, je pense pas que vous le pensiez comme ça du tout, hein, mais en tout cas, j'ai eu des commentaires récemment, et ça m'a fait plaisir, mais ça m'a fait rire et ça m'a interpellé un peu. J'ai vu des commentaires récemment sur ma chaîne YouTube de personnes qui disaient ah, j'arrive un peu après la bataille, mais merci. Ou qu'est-ce qu'on m'a dit? C'était marrant la manière dont c'était formulé, ça se voyait que c'était très gentil et tout, hein, je l'ai très bien pris, il n'y a aucun problème, mais c'est marrant parce que c'était dit en mode oh, c'est un peu évident de te dire ça, tout le monde te le dit, mais tu lis bien, etc., etc. Eh bien, un peu comme Lucchini qui s'était énervé en disant que c'était cool de recevoir des compliments et que ça faisait plaisir et qu'il fallait pas minimiser la force de ces compliments, etc. Et qu'au contraire, fallait y aller à fond entre guillemets. Et bah, je vais pas m'énerver, hein. C'est débile de s'énerver pour ça, je veux dire, mais je comprends la force qu'il a eu dans cet élan-là. Et j'ai envie de vous dire la même chose, j'ai envie de vous dire, et pas forcément que par rapport à moi, hein. J'ai envie de vous dire, je pense vraiment. Bon, là, c'est totalement hors lecture, c'est vraiment purement moi ce que je pense dans la vraie vie, mais j'ai envie de vous dire vraiment, quand vous pensez du bien de quelque chose ou de quelqu'un, dites-lui sincèrement et avec les mots les plus honnêtes possibles, parce que je pense que, grosso modo, l'humanité a vraiment beaucoup plus de facilité à dire ce qui va pas, voire à être méchant, alors qu'on peut dire ce qui va pas de manière gentille aussi d'ailleurs, mais bon, bref, c'est encore un autre sujet. Mais vraiment, j'ai rencontré une personne à un moment qui faisait des compliments non-stop. Et en fait, c'était hyper sincère de sa part. Et c'était tellement revigorant, ça faisait tellement du bien. Quelqu'un qui était positif, qui disait les choses positivement et qui relevait ce qui allait bien, plutôt que de juste relever ce qui va pas. Entre guillemets, on va plus facilement dire ah j'ai trop chaud, ah j'ai trop froid, que ah il fait une bonne température. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, tout ça pour dire que aussi, voilà, là où je voulais en venir aussi du coup, c'est que quand je vous dis merci, c'est pas du tout du vent si je peux dire. Quand je vous dis merci, c'est pas du tout en l'air et c'est pas du tout une routine que de vous dire merci quoi. C'est pas du tout gratuit. Quand je vous dis merci, je le pense sincèrement et je vous remercie sincèrement parce que vraiment, ça peut paraître dérisoire, mais le moindre petit mot, le moindre petit compliment, le moindre petit retour
le moindre sourire, le moindre ce que vous voulez, mais la moindre chose positive, je trouve, est quelque chose de très important dans la vie à donner à l'autre. Bref, je sais pas où est-ce que je suis parti avec ce discours-là, mais bref, je me suis vachement éloigné des contes de Perrault, mais bon, c'est sympa aussi de discuter. Euh, Et du coup, bah, ça va bien, Azajo, et toi, comment tu vas? Bah, Zikael, je suis assez d'accord avec toi. En tout cas, en ce qui concerne là les contes de Perrault, bon, dans d'autres œuvres et dans d'autres circonstances, ça se discuterait peut-être, mais bon, c'est pas tellement le sujet ce soir, on va dire. Mais sinon, ouais, moi je trouve que dans les contes et dans les contes de Perrault, j'ai pas l'impression que ça ait un grand rôle, que ça change grand-chose que le personnage soit masculin ou féminin. Je pense qu'on est plutôt sur la figure de l'enfant ou la figure de l'adulte, en fait, quelque part. Ou de l'adversité, et ainsi de suite, quoi. Euh, Azajo, quand on faisait des RP, tu étais toujours la personne qui lisait parler le mieux avec Mira. Oh, merci! Oh, le flatteur! Oh, le coquin! C'est gentil. Je sais que c'est souvent un débat, mais perso, que ce soit livre, film, jeu, ça change rien. Alors, Zikael, c'est un débat qui pourrait être ultra intéressant et je comprends aussi ce que tu dis. Ceci dit, c'est vraiment pas le sujet de mes lives de lecture pour le coup. Et je veux pas que le live nous dure trop longtemps parce que là, on s'engouffrerait dans un débat qui serait vachement plus long, vachement plus complexe et qui pourrait aussi être vachement plus polémique parce que les gens ont tendance à s'enflammer vachement vite, n'est-ce pas? Donc, euh, donc voilà. Je comprends que tu puisses penser ça, mais j'ai pas tellement réfléchi à la question pour être franc non plus à titre perso. Enfin, je sais pas. Je vais dire j'ai des avis, mais j'ai pas tellement réfléchi à la question, donc je préfère pas forcément me prononcer. Bref. Mais ouais, c'est intéressant en effet comme discours. Et ouais, j'ai vu ça à Zajo, j'ai vu du coup sur le Discord de Mira. Mais du coup, bon courage dans ta récente lancée sur les lives. Et n'hésitez pas à jeter un œil aux lives d'Azajo et de Mirani, qui sont du coup des lives de gaming pour le coup. Vas-y, gros live débat, je suis chaud là. En fait, ça, c'est un truc. C'est vraiment une problématique en soi. On m'a souvent demandé de faire des lives de débat. On m'a souvent demandé de faire des lives de débat. Et en fait, j'ai trop pas envie d'en faire. Pour une raison simple. Alors certains appelleraient ça la peur de la shitstorm. Il y a un peu de ça quelque part. Mais c'est surtout que j'ai juste pas envie d'être mal compris. J'ai pas envie d'être mal compris, j'ai pas envie qu'on interprète ce que je dis. Et j'ai pas envie qu'on me traite dessus, qu'on me tombe dessus, qu'on me traite, vous voyez, lapsus révélateur. J'ai pas envie qu'on me tombe dessus gratuitement, pardon, euh, pour tout et n'importe quoi et pour des choses que je n'aurais même pas dites mais qu'on aurait interprétées de moi. Donc ouais, en fait c'est hyper bien. Enfin, je trouve que la discussion c'est primordial. Je trouve que la discussion c'est primordial vraiment. C'est au cœur de tout. Mais je trouve presque. En fait, j'ai déjà réfléchi vachement à la question pour être franc, hein. Mais je trouve qu'il y a un truc déséquilibré dans le fait de faire ça en live. Dans le fait que je sois, entre guillemets, en vidéo, à l'oral, en live, en direct, et que vous soyez à l'écrit, que vous ayez plus le temps peut-être de réfléchir à ce que vous disiez, de bien tourner les choses, etc. etc. Et que du coup, moi, ça. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais je trouve que le rapport est vachement déséquilibré en fait dans le dialogue qu'on pourrait avoir et que je prendrais beaucoup plus de risques à me faire taillader la gueule dans tous les sens que les personnes dans le chat. Et du coup, bah, je trouve que c'est pas un bon rapport pour avoir un débat sain justement. Live échange d'idées, pas forcément débat. Oui, je comprends bien Zika, mais bon. J'avoue que j'ai un petit, comment dire, une petite restriction comme ça à me dire sur Internet, j'ai l'impression que ça peut s'emballer tellement très rapidement pour un oui ou pour un non. Ça fait un peu flipper. Pour vous dire, j'ai vraiment l'impression d'avoir rien dit de grave de tout le live, mais pourtant,
en tâche de fond dans mon cerveau, je suis en train de me dire, ah, est-ce qu'il y a des gens qui vont dire que c'est terrible parce que c'est des petites filles qui se font, enfin c'est des petites filles, c'est des jeunes femmes qui se font sauver, etc. Bref. Alors qu'en soi, encore une fois, je le répète, j'y suis pour rien entre guillemets, dans le sens où, bon, je vais pas me répéter là-dessus, je me suis répété 1000 fois. Il y a une différence entre moi, l'auteur, donc il y a le moi qui ne suis que lecteur, conteur, l'auteur, et puis ainsi de suite, bref. Du coup, on lit plus rien, on ne parle plus de rien. Bah, Zikael, je trouve que c'est un peu ça, malheureusement, qui arrive en effet. Mais c'est pas facile de trouver le moyen de détricoter ce système. Tu vas lire Choupi, c'est ça. Non, mais je trouve ça très compliqué. C'est un sujet important, très important, je trouve, même primordial. Parce que vraiment, je trouve que le dialogue et la discussion, la communication, c'est le pilier de tout pour moi. Mais j'ai peur qu'on soit. J'ai pas envie de blâmer l'époque facilement parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est comme ça, mais voilà, j'ai peur que globalement en ce moment il y ait beaucoup de personnes qui soient pas très enclines euh, à, à savoir créer ce terreau fertile pour des débats. Bref. Et ouais, c'est vrai qu'aussi, peut-être que je suis complètement biaisé, hein, parce que Miari nous dit surtout sur Twitter, je pense. Je pense aussi que je suis peut-être complètement biaisé et que justement je vis trop dans ce monde-là en fait. Peut-être que je me formalise le monde comme étant de plus en plus comme ça, alors qu'en fait c'est un épiphénomène d'internet, voire de Twitter, je sais pas. Mais peut-être que je généralise le phénomène. Non pas que Twitter, je vais en soirée, c'est pareil. Du coup, j'y vais plus. ça fait, ça fait un peu peur, Zikael, comme constat, mais ouais. Je comprends aussi ce que tu veux dire. Dans Hansel et Gretel, c'est la fille qui sauve son frère, mais je ne crois pas que Perrault l'ait repris. Je crois pas qu'il y ait Hansel et Gretel, en effet. Je crois pas qu'il y ait Hansel et Gretel. Mais ok, sympa, je savais pas. En vrai, j'aimerais bien, parce que, encore une fois, je pense que les contes, c'est logique que je vous fasse des contes en live. Parce que parce que ça se prête tellement bien. C'est tellement l'exercice que je fais en fait depuis le début de mes lives de lecture quelque part. Donc je trouve que le conte s'y prête vachement bien. Et ça fait longtemps que j'ai cette idée de vous lire des contes en live. Je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à le mettre en place. Mais du coup, c'est vraiment possible que dans le futur, je vous lise aussi du Grimm et du Andersen, je pense. Hmm. Ouais, c'est marrant. Enfin, ouais, c'est marrant. Tout le monde s'accorde à dire pas de débat en soirée, sinon ça finit mal. Mais je trouve ça hyper triste, quoi. Je trouve qu'on devrait pouvoir, entre guillemets. Mais bon. Bref, encore une fois, le live s'alonguit vachement. C'est vachement sympa de parler avec vous et c'est vachement sympa de discuter de nos opinions. Mais j'ai pas envie que le live dure une éternité en rediffusion sur YouTube. Alors que j'ai fait une lecture relativement courte. Du coup, je vais m'arrêter là. Merci à tous ceux qui m'ont suivi ce soir, ça fait extrêmement plaisir franchement. Après ne pas avoir live pendant un mois, de voir autant de gens venir passer faire un petit coucou, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Donc merci à tous. Un énorme merci encore à tous ceux qui ont fait des dingouseries pendant ce live. Merci Mira pour le raid, merci Zicto pour le 4e mois en Prime, merci les couteaux portes et Miari pour les 11 mois de sub. Ça fait extrêmement plaisir. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Le prochain live de lecture, c'est vendredi 21h. S'il y a d'autres lives dans la semaine, je vous préviens sur les réseaux comme d'habitude. Et puis, moi, dans l'ombre, je vais continuer à écrire mon ouvrage, à le mettre en page, à le corriger. Et puis, comme je vous le disais, j'espère que courant octobre, je pourrai publier mon bouquin. Voilà, voilà. Allez, cette fois-ci c'est pour de bon la bonne.
à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte, une prochaine partie de gaming, ou que sais-je encore. Et bye bye.